Et bonjour à tous, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Birds of Prey. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu, donc je vais essayer de m'y remettre un petit peu de pousser un petit peu l'étude des règles un peu plus loin jusqu'à aller au combat. Alors pour l'instant, ce que l'on va faire dans cette nouvelle vidéo, c'est d'ancrer davantage les notions de base qui sont liées à l'utilisation du PHAD, des nomographes des notions de bearing par rapport aux autres avions. J'ai préparé un petit scénario assez simple avec deux avions. Alors j'ai utilisé ici le jeu Air Superiority, qui est une variante de Speed of It, de façon à utiliser les hexagones et les avions, puisque dans ce jeu-là, on a les deux modèles d'avions que je vais utiliser dans cet exemple. Donc j'ai pris deux avions français, Cocorico, un petit Mirage F1 et un petit Mirage 2000. Voilà. Donc je montrerai un petit peu comment j'ai disposé tout ça. Au niveau des nomographes, j'ai regroupé dans un seul fichier PDF tout d'abord déjà les séquences de jeu. On va se baser sur ce document-là. Alors comme on est sur des règles pour l'instant de base où on ne va pas faire de combat, ça va plutôt être du déplacement. Il y a tout un tas d'étapes que l'on va sauter. Par exemple, ces parties-là, tout ce qui concerne le radar, l'armement, ces notions-là, on va les zapper. Donc on va simplifier justement ces séquences de jeu pour aller vraiment à l'essentiel, mais déjà commencer à s'habituer à effectuer les étapes dans le bon ordre. On a ensuite les nomographes qu'on va utiliser. Donc pour ça, j'utiliserai ce fichier PDF sur l'iPad de façon à pouvoir écrire directement dessus avec le stylet, de façon à ce que ce soit un peu plus interactif. Le PHAD, donc j'ai choisi le PHAD ici qui est un PHAD rouge. Et donc ça conditionne justement la représentation que l'on a de la scène de combat. Si on regarde ici, le nord en fait doit être à droite, et c'est la raison pour laquelle ici j'ai mis les avions dans cette position là, à savoir que le nord il est dans cette direction là. Alors si on prend cette image là, j'ai fait une capture d'écran, le nord il est bien dans cette direction, donc c'est vraiment une vision particulière à avoir, d'avoir le nord de ce côté là quand on est joueur rouge, et quand on est joueur bleu, le nord il est dans l'autre sens. Donc si on était joueur bleu, on aurait l'image qui serait comme ceci, forcément, puisque chaque joueur joue l'un en face de l'autre avec la carte qui est au milieu. Ici, on est le joueur rouge, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris le PHAD ici, donc rouge. Si j'avais pris le bleu, on aurait dû avoir la carte dans l'autre sens, voilà, avec le nord à gauche et non pas à droite. Donc on va utiliser donc la carte de cette manière-là. Voilà. J'ai rajouté également les paramètres qu'on va utiliser ici pour pouvoir définir les acquisitions visuelles, mais également pour savoir les relèvements par rapport à l'avion. Vous verrez comment ça s'utilise. J'ai mis ça sera pour un petit peu plus tard, ça sera pour déterminer la phase d'initiative, comment ça s'utilise. Et ensuite, j'ai mis les fiches des deux avions que l'on va utiliser, donc le Mirage F1 EQ irakien, ainsi que le Mirage 2000C ici. Voilà. Donc les documents qu'on va retrouver sur l'iPad quand je vais les utiliser, et bien en fait ça va être toutes ces pages-là que j'ai regroupées dans un seul et même fichier PDF pour que ce soit plus simple à utiliser. Voilà. Et donc on va pouvoir passer à la suite. On va commencer déjà à remplir le PHAD. Donc nous allons utiliser ce même PHAD rouge pour déplacer nos deux avions. Donc on aura le Mirage F1 à gauche, on va utiliser le PHAD de gauche pour le Mirage F1 avec des écritures en noir, et le Mirage 2000 en bleu cette fois sur le PHAD de droite. Voilà. Donc on va déjà remplir les données concernant notre Mirage F1 ici. Donc on va commencer à l'hexagone 0101.
une altitude 110 et une vitesse de 600. Voilà pour les premiers paramètres. Ensuite, la position en 3 dimensions de l'avion. Eh bien, on va commencer avec le nez de l'avion qui sera sur un cap 0,60. Donc, on sera sur cette partie-là. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est de le placer vraiment sur l'hexagone qui va bien. Donc là, on va être avec un cap 0,60 et une assiette de moins 30 degrés, ce qui signifie que le nez va être ici. Voilà. Et comme il est sous l'horizon, eh bien, on regarde ici, en up, il faut l'entourer, en down, si on est sous l'horizon, on ne l'entoure pas. Donc on n'entoure pas le plus ici. Voilà. Ensuite, la verrière, ce qu'on appelle la canopy en anglais, elle va être dans le 330 moins 30. Donc on va prendre notre petit symbole de la verrière, 330 moins 30, on est bien sûr le 30 ici. Et comme c'est moins 30, là aussi on n'entoure pas, on est sous l'horizon. Reste maintenant notre aile droite, qui elle va être dans le 0,30 plus 60. Donc plus 60, c'est tous les hexagones qui sont là, les roses clairs. Voilà. Et donc 0,30 plus 60, notre aile va être ici. Et comme on est en positif, on l'entoure. Voilà. On va maintenant vérifier que chacun de nos parties de l'avion sont bien à 3 points de chacun. Alors il faut à chaque fois passer par l'horizon. Il faut vraiment s'imaginer ce PHAD en 3 dimensions. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai déjà fait sur ce thème. Donc si on part par exemple de la verrière, on va vérifier qu'elle est bien à 3 points de l'aile. Donc on va remonter ici sur l'horizon. 1, 2, 3. On est bon. On va maintenant vérifier que la verrière est bien à 3 points du nez. Et bien on sera donc à 1, 2 et 3. Là aussi on est bon. On va vérifier maintenant que le nez est bien à 3 points de l'aile. Bien là c'est pareil, le nez il est à moins 30 sous l'horizon. Il faut revenir sur l'horizon ici. 1, 2 et 3. Donc c'est bon, on est à tous nos repères sont bien à 3 points les uns des autres, ce qui correspond en fait à 90 degrés. Donc on est bon. Voilà. J'efface ça. Voilà. Donc là, notre avion, il est correctement positionné. Il nous reste maintenant à matérialiser visuellement sur l'aire de jeu comment on le dispose. Donc on va prendre les petites tuiles qui permettent de donner les angles. On va mettre donc une première tuile qui va nous donner donc la position donc à 30 degrés et sur laquelle on va disposer une deuxième tuile en travers avec l'avion incliné qui va donc matérialiser la position de notre avion. On a bien donc, si on voit bien en 3D, le nez qui est bien à moins 30 degrés sous l'horizon, la verrière qui est bien inclinée donc de 60 degrés par rapport à la verticale, et donc la position qui correspond au PHAD est donc celle que vous avez sur l'image comme ceci. Voilà. Voilà pour notre Mirage F1 déjà. On va passer maintenant à notre Mirage 2000. Et bien là, pareil, alors lui, il aura une position qui sera relativement plus simple. Donc je vais mettre du bleu. Lui, il sera sur l'hexagone, donc 0,314, à une altitude 100 et une vitesse 450. Voilà. Concernant sa position sur le PHAD, bien lui ça va être simple, il va être en vol rectiligne horizontal, il va être au cap 345, donc le nez va être bien sur la partie horizontale et donc ici, on est à 0 degré, donc on est positif, on l'entoure. La verrière, elle est donc ici, sur la position All, et elle est au-dessus de l'horizon. Donc là aussi,
on l'entoure. Il nous reste l'aile droite qui elle est sur le 0,75 plus 0. Donc 0,75 ça correspond à ici. Et elle aussi, elle est en positive, donc on l'entoure aussi. Voilà. On peut vérifier à nouveau qu'on est bien à 3 points pour chacun des repères. Donc si on commence par le nez vers la verrière, 1, 2, 3. Du nez vers l'aile droite, 1, 2, 3. Et de l'aile droite vers la verrière, 1, 2, 3. On est bon. Voilà. Et donc la position qui correspond au Mirage 2000, c'est tout simplement l'avion qui est posé comme ceci. On n'a pas besoin d'utiliser des tuiles particulières ici. Alors, dans l'exemple que je vais utiliser là, dans le jeu, pour l'instant je n'ai pas encore introduit les tuiles qui permettent de donner l'altitude de l'avion. Pour l'instant on reste encore assez simple là-dessus. Voilà. Donc voilà pour ce qui est déjà des paramètres de base qui sont sur le PHAD concernant nos deux avions. Et bien on va maintenant les disposer sur les hexagones de manière correcte, de façon à visualiser, du moins vu de dessus, la position des avions. Sur l'aire de jeu, donc, on va commencer par notre Mirage F1. Je vais zoomer dessus. Donc souvenez-vous, on a dit que le nord en fait était sur la droite, donc il est aligné avec cette ligne-là. Voilà. Donc la position de notre avion, on est donc déjà sur l'hexagone 0101. Donc là on a les numéros qui sont affichés sur les hexagones directement, ce qui est facile. Et l'altitude de notre avion, je l'ai noté ici, 110. Et sa vitesse, alors ici 550, je vais lui mettre 600, on va modifier 600. Voilà. Bon, vous mettez toujours l'altitude d'abord, un tiret et la vitesse derrière, et ça vous permet de matérialiser une petite étiquette juste à côté avec ces paramètres là. Voilà. Donc la direction de notre avion, donc il pointe bien vers le 0,60, vous pouvez faire vérifier. Entre deux hexagones, donc si on prend où c'est plus clair, là ici, donc si pointé vers cet angle-là, on serait à 360 degrés, donc le nord. Ici au milieu, on serait à 30 degrés au milieu de la ligne, 60 et 90 degrés ici. Donc on est bien à pointer vers l'angle qui est ici, à la jonction. Donc on est bien sur un cap 0,60. Voilà. Concernant, je vais décaler un peu. Pour ce qui est de sa position en 3 dimensions, sur ce jeu-là, je ne peux pas afficher la position de l'avion avec les petites boîtes. Donc on va utiliser juste cette image-là pour avoir une idée de la position vue de dessus du combat. Et pour avoir vraiment la position en 3 dimensions de l'avion, il faudra bien utiliser les petites boîtes, mais avec des petites images comme je vais vous mettre ici. Voilà. Le Mirage 2000 qui est ici, on va passer à sa partie à lui. Donc on est sur l'hexagone 0314, ce qui est bon. On est sur une altitude de 100 et une vitesse de 450. Donc ça c'est bon, c'est correctement rentré. Et pour ce qui est de sa position, ben là comme je vous dis, pour la position en 3D, on ne pourra pas l'afficher différemment. Voilà. Mais au moins son cap, on est sur un cap ici, 3,45, et on est bien à 3,45. Alors en fait 3,45, il faut vraiment voir ça. 360 ici, le 15 degrés en fait c'est à un quart de la ligne ici. La moitié, on a dit, ça correspond à 30 degrés, donc les 15 degrés ce sera la moitié de ça qui sera là. Donc il faut vraiment positionner précisément l'avion comme ceci. Voilà pour le positionnement sur l'aire de jeu, pour avoir donc une vision un peu plus claire de comment ça se
comment cette petite présentation des avions se profile. Donc on a le Mirage 2000 qui est en ligne droite comme ceci, et notre Mirage F1 qui arrive ici comme ceci, qui va essayer de... Ce qu'on va essayer de faire dans le scénario, c'est de rattraper ce Mirage 2000 pour essayer de se mettre un peu derrière. Voilà. Revenons maintenant sur notre PHAD. Il nous reste encore quelques éléments à noter concernant nos avions. On va revenir sur le Mirage F1. Il faut que l'on définisse la masse de notre avion ainsi que les emports. Alors pour l'exercice, pour que ce soit plus simple, je vais partir sur une configuration en lice. Voilà, donc il faut qu'on prenne ici la empty weight qui est là. Voilà. Donc 16 755. Voilà. Je ne vais pas rajouter de missiles. Par contre, je vais prendre du carburant. Donc on voit que l'internal fuel weight, on peut emporter 7304. On va voir sur les fuel points ensuite. Là, cette fois, je vais partir sur un carburant qui est de l'ordre de 5000. Voilà. Histoire de dire, l'avion, il a déjà consommé un peu de carburant puisqu'il a quand même décollé. Il a rejoint la zone, donc il a déjà consommé une partie de son carburant interne. Voilà. En dessous, les fuel points, on voit que c'est 73 qui correspond à 7304. En fait, on prend la centaine du carburant. Donc ici, on va se retrouver avec 50, tout simplement. On enlève tout simplement les deux zéros qui sont là. Voilà. Donc on va remplir maintenant cette partie-là. Donc on a dit en fuel, on avait donc 50. Je vais mettre en noir. Donc 50 en fuel points. Voilà. Et puis pour la masse, et bien là il va falloir qu'on additionne en fait. Donc les 16 755 plus les 5000 de carburant interne, ce qui va nous donner donc un total de 21 755. Voilà. Le store drag, eh bien, on va mettre 0 puisque on n'a rien. Les store drag, je rappelle, il faut tenir compte en fait des valeurs que l'on a justement ici. Voilà. Ce sont ces parties-là. Voilà. Si on avait emporté par exemple des missiles en bout d'aile, les R550 Magic ou Magic 2, on aurait dû avoir donc 1.25 plus 1.25, on aurait dû avoir donc un total de 2.5 pour les store drag. Voilà. Et à ceci, ce qu'il faut également tenir compte, c'est cette partie-là, drag point per store point, c'est-à-dire que en fonction, si on passait 4 points de store drag, on devait à chaque fois rajouter plus 1. Voilà. Ici, ce n'est pas le cas. On va voler en lice. Il nous reste à remplir la wing loading et la safe load. Et bien ces paramètres-là, pareil, on va les retrouver sur le document ici. Voilà. Donc on a dit qu'on était à une masse de, c'était 21 755. Donc on va rechercher dans le tableau qui est ici, wing loading, la valeur 21 755, on va se situer donc ici, entre les deux. Vu qu'on est entre 20 800 et 22 100, on prendra toujours la masse directement supérieure, donc c'est celle-ci qu'on va prendre, 22 100. Et on va prendre les valeurs qui suivent derrière, donc wing loading ici 80 et safe load 7.5. Donc on va renseigner ces valeurs-là sur notre carte. Donc 80
et 7.5. Voilà. Donc, voilà pour le Mirage F1. On va maintenant se pencher à notre Mirage 2000 et bien on va faire exactement la même chose. Donc on va aller sur la fiche du Mirage 2000. On a donc une masse à vide, cette fois je vais écrire en rouge, qui est de 16 534, un fuel interne de 6 966, et là je vais prendre l'appareil, on va mettre 5000 de carburant interne, ce qui correspondra là encore à fuel point à 50. On va additionner donc le carburant interne et la masse à vide, ce qui va nous donner une masse de 21 534, et on va remplir ces données là. C'est en bleu. Donc 21 534. Le fuel point, on a dit 50. On a vraiment la même masse en carburant interne. Et storage drag 0. La wing loading, eh bien, on va aller la chercher. Comme tout à l'heure. On va donc se situer ici. On va donc prendre la valeur directement au-dessus, 23 100. La wing loading 50 et le safe load 8. Et on les remplit. 8.0. Voilà, donc déjà on peut remarquer quelques différences de performance. On voit que notre Mirage F1 est limité à un safe load de 7.5 et le Mirage 2000, lui, il peut prendre un demi-G de plus s'il est limité à 8G. Alors après, les G que l'on va pouvoir prendre, ça va vraiment être fonction de la vitesse et ça va être l'objet des calculs que l'on va faire dans la phase suivante. Maintenant qu'on a terminé de paramétrer le PHAD, de positionner les avions sur l'aire de jeu, et bien la prochaine étape, ça va être de commencer le déplacement des avions. Donc on poursuivra sur l'étape suivante avec le déplacement initialement du Mirage 2000 qui va se déplacer en premier, suivi ensuite du Mirage F1 qui va le poursuivre. Nous allons donc commencer à bouger notre Mirage 2000. Donc je vais un peu simplifier justement le mouvement puisque comme ça va être un mouvement simple, c'est-à-dire un vol juste en ligne droite, je vais quand même faire quelques étapes justement des nomographes, mais pas complètement. Voilà. Donc on répète déjà un petit peu ce que l'on va faire tout à l'heure pour le Mirage F1, mais tout à l'heure avec le Mirage F1, on va introduire en plus des virages. Là, on va faire un vol en ligne droite, à savoir que tracer sur ces nomographes, lorsque vous faites juste un vol en ligne droite, il n'y a pas de réelle utilité. Néanmoins, je vais quand même réexpliquer comment cela fonctionne. Donc, tout d'abord, la première étape, donc, je rappelle que vous avez en haut les numéros des étapes, hein, vous avez donc le chiffre 1 qui est donc sur la première partie et la partie qui vous est indiquée en haut, qui vous indique ici de trouver la KES en fonction de l'altitude et de... J'ai enlevé ça qu'on puisse lire. En fonction de l'altitude et de la vitesse. Donc notre Mirage 2000 est à une vitesse de 450 et une altitude de 100. Et bien il suffit tout simplement de tracer la ligne qui part donc de l'altitude ici, donc 100, et qui va relier ici 450. Tout simplement. Et on lit la valeur qui est ici, qui est de 330. Donc là on a la KES de 330. Ensuite, à la deuxième étape, on va relier donc l'altitude, donc toujours niveau 100, et la KES que l'on a déterminée précédemment, qui est ici. Voilà. Donc 335, ici j'ai mis 335, voilà. Ça aurait dû être 330, mais bon, on n'est pas trop mal, c'est 330 en fait. Voilà. Et on va tracer cette ligne jusqu'à toucher la ligne de Mach, et donc on obtient un Mach de Mach 0,74. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant
ce chiffre-là, c'est surtout dans quelle partie on est. On est dans la partie slow ici. Voilà. Donc, on va déjà pouvoir remplir sur les graphiques le PHAD ici, du moins sur le tableau. Donc, on a dit la KES, on a 330, et le MAC, on est en slow. Voilà. Voilà pour cette partie. On revient sur ce nomographe. Donc, la troisième étape, si on reprend ce qui est au-dessus, c'est de tracer la Q-mark en fonction de la wing load et de la KES. Donc la KES que l'on a déterminée précédemment, hein, donc la KES elle est ici, hein, donc 330. Alors, un 335 ça ne va pas fluctuer des masses hein, ici. Et on va relier donc la wing load que l'on a déjà regardé tout à l'heure, la wing load, ça non on l'a pas vu. Donc il faut aller sur la carte de l'avion. Voici on l'avait noté, la wing load, que l'on a ici, ce qu'on avait tracé ici, voilà, et qu'on avait également noté dans la partie wing load ici. Voilà. Donc voilà la wing load. Donc on revient sur ce tableau, sur le nomographe. On va donc relier la KES et la wing load et on va obtenir donc un croisement ici. C'est ça qu'on va appeler justement la Q-mark. Voilà. Alors cette Q-mark sur l'échelle que l'on voit ici, elle représente rien. Il ne faut surtout pas utiliser l'échelle que l'on voit là. Hein, c'est vraiment juste à titre indicatif pour autre chose plus tard. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser l'étape suivante. On va utiliser la Q-mark que l'on a déterminée et on va utiliser la max lift que j'ai notée ici, 10. Voilà. La max lift, vous l'avez ici, maximum lift, et vous avez un petit symbole d'avion jaune avec le chiffre 4 qui est donc la quatrième étape. Où est-ce qu'on va trouver cette max lift? Eh bien, on va aller sur la carte avion et la max lift, vous l'avez ici, avec le petit symbole 4 que l'on retrouve ici. Donc vous avez une max lift de 10, pardon. Voilà. Donc vous retrouvez cette information là ici. Autre endroit où vous pouvez retrouver la max lift, même si c'est moins évident, ben dans le tableau ici lift, eh bien vous allez chercher en fait la max lift qui est la plus basse ici, enfin celle qui est sur la partie basse du tableau. C'est le chiffre 10 que vous allez retrouver, c'est le même chiffre. Voilà. Donc ce chiffre 10, eh bien, on va l'utiliser ici pour partir de ce chiffre-là, passer par la Q-mark et obtenir ici la 7.5 qui est l'aéroload limit. Voilà. Ce 7.5, on va le noter sur la carte de l'avion, aéroload limit, ici 7.5. Voilà. Donc ça signifie que on a un aéroload limit du fait de notre vitesse de 7,5 G, mais notre Mirage 2000 est sûr jusqu'à 8 G, c'est-à-dire qu'on on pourrait même dépasser ce facteur de charge et aller jusqu'à 8. Maintenant, du point de vue des perfos, on ne dépassera pas justement ce 7.5. Voilà pour cette partie. La cinquième partie, j'ai barré en haut, comme vous voyez, la 5, la 6, la 7, pour une raison simple, c'est que ça concerne des virages. Or là, on ne fera pas de virage avec le Mirage 2000, on va continuer en ligne droite, ce qui fait qu'on peut passer directement à l'étape 8, et donc la partie qui est ici. Et donc, on va chercher notre vitesse. Alors là, on ne prend pas la KES, on prend vraiment notre vitesse, qui est donc de 450. Et on prend la valeur directement au-dessus, donc on a pris 480. Et on va utiliser l'ensemble de nos ticks que vous avez en haut, là, ici, les ticks. On va utiliser donc 10 ticks, puisqu'on a droit à 10 ticks par tour de jeu en fait.
Et donc on va faire la totalité de notre tour de jeu en fait en ligne droite, ce qui fait qu'en fait on va aller chercher donc l'intersection que l'on a là, le 12, et on trace une ligne pour noter ça. Et on entoure ce chiffre 12. Ce chiffre 12 va signifier qu'on va se déplacer de 12 ticks, de 12 flight points, pardon, ce sont des flight points ici. Donc on aura 12 flight points en ligne droite. Maintenant que l'on a déterminé nos 12 flight points, eh bien, on va se déplacer en utilisant les aires de mouvement. Vous avez l'aire de mouvement 2D et l'aire de mouvement 3D. Voilà. Donc, l'aire de mouvement 2D. On va commencer plutôt par la 3D d'abord. Donc, on a dit on va être en vol rectiligne horizontal, donc on ne va pas prendre d'altitude. Nous sommes ici dans, si on regarde le symbole de notre nez, donc celui-ci, ici, là. Voilà. On est sur l'axe 0 degré, donc on est sur ce cône-là, le cône blanc. On peut se déplacer librement vers le haut, vers le bas, on peut faire ça librement. On a 12 flight points. Le problème, c'est que comme vous voyez sur cette aire de mouvement, nos flight points, du moins, ça va jusqu'à ici 8 en ligne droite. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, il nous reste encore 4 flight points. Et bien, en fait, ce qu'on va faire, on va repartir du centre. Et on va recompter. Donc, 9, 10, 11, 12. Tout simplement. Voilà. Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué, on reste sur ce trait-là. Mais on pourrait très bien décider de perdre un peu d'altitude et d'aller dans cette partie-là. Tout à fait, on a le droit. Hein. Une fois qu'on s'est déplacé sur l'aire de mouvement 3D, on va utiliser l'aire de mouvement 2D. Là, cette fois, c'est ce qui va définir en gros comment notre avion va évoluer de droite à gauche. On est sur, ici, le 0,75. D'accord ? Le 0,75, il est ici sur l'aire de mouvement 2D. Ce qui fait que au niveau du déplacement, eh bien, on va être borné entre ici le 0,90 et le 0,60. Et comme tout à l'heure pour la 3D, eh bien, on peut se déplacer à gauche ou à droite du moment qu'on reste dans ce pinceau de 30 degrés. Donc, on commence ici par ce premier point. Ensuite, on peut prendre celui-là, mais on pourrait prendre celui-ci aussi qui est à côté. Hein. Et puis, on compte nos points. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là encore, on est bloqué à 8. Donc, on va reprendre depuis le centre. 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et après, on a juste à reporter nos déplacements de l'avion sur les hexagones, sur l'aire de jeu, tout simplement. Ce qu'on va faire justement à l'étape après. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va s'occuper de déplacer notre avion. On est donc sur notre carte de jeu. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, si je reprends donc, notre PHAD, on va se déplacer donc, tout d'abord de 2 cases vers l'avant, ensuite la case ici, 3 vers l'avant, case par là, 2 ici, et puis une case là. Ensuite la deuxième partie du mouvement, 2 cases vers l'avant, une case sur le côté et 2 cases ici. Voilà, donc ça matérialise grosso modo la trajectoire de notre avion. Voilà. Donc là maintenant on est en mesure de pouvoir visualiser la trajectoire qu'il va falloir essayer de suivre avec le Mirage F1 pour essayer de coller à l'arrière du Mirage 2000. Il ne va pas falloir le viser trop tôt. On va essayer plutôt de l'enrouler par derrière pour venir se placer derrière
comme ceci dans ces 6 heures. Maintenant que nous avons déplacé notre mirage sur l'aire de jeu, on va continuer de compléter justement le tableau qui concerne le Mirage 2000 et déterminer les effets de la manœuvre que l'on a fait sur lui, et notamment l'impact sur la vitesse. Donc on reprend le tableau qui est ici. On va commencer par l'engine output. Donc avant de commencer normalement la phase de vol, donc de calcul de performance, chaque pilote doit déterminer quel est le réglage de moteur il va utiliser. Si c'est du dry, donc poussé à sec, ou post-combustion, AB. Donc on va considérer que le pilote Mirage 2000 continue en ligne droite en dry. Alors avant de faire tous les calculs de perfo, il n'est pas nécessaire de déterminer quelle puissance on va déterminer. Là maintenant par contre on va le faire. Vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de choisir directement le réglage et de voir ce que ça va donner. Soit d'aller tester sur le nomographe ce que ça peut donner en termes de puissance. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. Si on reprend donc la carte du Mirage 2000, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie donc engine. Je vais effacer ça déjà. Donc dans la partie engine, vous avez donc tout ce tableau là. Ce qu'il faut aller voir, c'est l'altitude ici et descendre jusqu'à trouver le premier chiffre qui est supérieur ou égal à votre altitude. Donc dans ce cas, nous sommes à une altitude donc de 100. On va donc descendre jusqu'à trouver un chiffre supérieur ou égal à 100. Donc on descend. On arrive ici à 111, ce sera donc le premier chiffre qu'on va utiliser. Les réglages de puissance que vous avez ici, vous avez 10, c'est pour la post-combustion. Or, nous allons utiliser un dry, donc la colonne qui est ici. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ce chiffre 7. C'est-à-dire que l'on peut sélectionner un chiffre compris entre 1 et 7, 0 étant le moteur complètement éteint. Donc on va rester à un réglage minimum de 1. Si on prend un chiffre, par exemple, si je prends 9, à ce moment-là, je ne serai plus en dry, je serai en post-combustion, en AB, puisque dès l'instant où on est au-delà de 7, donc entre 8 et 10, il s'agit de réglage de post-combustion. Donc vu qu'on a sélectionné un dry, eh bien, on va rester sur un chiffre inférieur à 7. Ça, c'est déjà pour la première partie. Maintenant, on va aller voir sur le nomographe. Alors, j'ai déjà tracé les courbes pour les étapes que l'on va voir, histoire de gagner du temps. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de définir le réglage de puissance. Le réglage de puissance, en fait, vous les avez ici, Engine Output. Alors, je vais prendre la même couleur que la ligne que j'ai tracée pour ce cas-là. Engine Output, vous avez le petit symbole avion 12 qui vous renvoie justement à la carte de l'avion où vous avez justement ici le symbole 12 qui vous indique que c'est bien dans cette partie-là qu'il faut aller chercher le réglage. Voilà. Donc, si on regarde, on est sur l'étape 12, de trouver donc le engine delta speed à partir de la wing load et de l'engine output. La wing load, eh bien, on l'a déjà ici, c'est le chiffre 50. On va conserver cette valeur-là. Et ensuite, vous allez vous déplacer sur l'échelle du engine output en bas. Et ce qui va nous intéresser, c'est où cette ligne croise justement la diagonale qui correspond à l'engine delta speed ici. Voilà. Donc on voit que la ligne jaune que j'ai tracée ici, j'ai choisi un réglage de 1, comme on voit ici. Hein. Voilà. J'ai choisi le réglage minimal du moteur de façon à limiter l'accélération. Et l'intersection ici, voilà. Alors il faut extrapoler un petit peu, on est à 8. Voilà. Donc le engine delta speed
sera de 8. Cela signifie qu'en fait le moteur va nous donner une accélération de plus 8. Même au ralenti, le moteur nous donne quand même un peu de poussée. Voilà. Donc c'est ça que ça représente. On va retourner sur le tableau ici. Je vais reprendre la couleur. Et donc on va avoir, donc en output j'ai choisi un 1. Et le engine delta speed sera de 8. Voilà. Ensuite, on a le stores plus form. Stores plus form, et bien là encore, on va aller sur la carte de l'avion. Voilà. Et ce qu'on va aller chercher, c'est le form drag qui est ici. On était donc en slow, souvenez-vous, on avait vérifié sur les graphiques, on était en slow. Donc on va prendre un form drag de 4. À ceci, il faut rajouter bien sûr les stores, c'est-à-dire les emports. Comme nous sommes en lice, nous n'avons pas de stores. Voilà. Voilà. Puisqu'on a un stores on voit sur le tableau de 0. Donc on va avoir un store plus form qui sera de 4 ici. Voilà. On va maintenant déterminer le form delta speed. Voilà. Le form delta speed, eh bien c'est la partie 13 que l'on voit en violet ici. Et si on regarde en haut, la partie 13, on va donc trouver la forme delta speed à partir de la form drag et de la Q-mark. Donc la form drag, là cette fois j'ai fait apparaître la ligne en rouge. Donc on voit ça, j'ai écrit en rouge. La form drag c'est la partie 13, donc ici avec le petit symbole avion qui nous renvoie justement à la data chart de l'avion. On va utiliser donc l'échelle qui est en violette là sur la gauche et on va prendre donc le chiffre 4 qui est ici et on va tracer notre ligne en passant donc par la Q-mark jusqu'à arriver de l'autre côté sur l'échelle donc de droite. Je vais corriger, petite erreur. Et donc sur l'échelle de droite, eh bien, on regarde où on arrive. Donc on arrive grosso modo, on est à peu près à 9, 9, 8. Donc je vais arrondir directement à la valeur que l'on a au-dessus, à 10. Donc on va obtenir une forme delta speed de 10. J'avais fait une erreur au début. Donc la forme delta speed est de 10. C'est en fait la traînée qui correspond en fait à la forme de l'avion. Donc comme on voit, si on avait une forme drag plus importante, admettons 16, ben on voit que la ligne, on aurait fini sur quelque chose qui est beaucoup plus haut, donc on aurait eu une traînée plus importante et donc une dégradation ensuite de la vitesse plus importante. Juste pour que vous compreniez un petit peu ça. Voilà, donc un form delta speed de 10, on va reporter cette valeur sur notre tableau. Voilà. Voilà. On va passer maintenant à la lift used, donc la portance utilisée. Alors là, ça va être relativement simple. On est en palier. Donc si on reprend donc la partie, là maintenant ça va être la 14, on regarde en haut, c'est de déterminer la lift used à partir de la Q-mark, on va encore utiliser la Q-mark, et le greatest load used. Le greatest load, ben en fait, vu qu'on n'a pas fait de virage, le greatest load, c'est le facteur de charge maximal qu'on a pris pendant la manœuvre. On était à 1G, et bien là, ça va être relativement simple à déterminer. Alors, je vais mettre dans la couleur que j'ai utilisé la couleur verte. Donc là, on va utiliser donc l'échelle de droite ici, puisqu'on a la lift use qui est ici. Donc c'est bien cette échelle. On trace, alors à peu près sur le 1, hein, on trace d'ici en passant par la Q-mark. On va arriver de l'autre côté. Il faut qu'on prenne ici la partie 14, greatest load used. Donc c'est l'échelle qui est sur la gauche ici. Et on arrive à un chiffre de 1. Ce qui est logique puisqu'on était à 1G.
Donc on va reporter cette valeur sur notre tableau. Lift used 1. Greatest load used, ben, forcément 1 aussi. Voilà. On va maintenant passer au DPG. Le DPG, eh bien le DPG, ça va être le drag per G. Le drag per G, eh bien on va aller sur la partie avion. Sur la carte avion, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Le drag per G, en fait, ça va être sur la partie AOA Effect, ici, et vous avez un DPG ici. Voilà. Et donc, en fonction de la lift que vous avez utilisée, donc ici, on va prendre, on était à 1G, donc c'est facile, on va prendre donc cette valeur-là. Vous allez suivre le chiffre qui correspond ici, donc c'est 1, 2. Donc en drag per G, on est en 2. Ici. L'average load, alors l'average load, ici, là aussi, ça va être simple. L'average load, c'est ce que vous avez dans le tableau qui est ici. Voilà. Et donc, en fait, comment c'est rempli? Ben, en fait, vous allez mettre sur le premier tick combien vous allez prendre de G, donc 1. Ici, comme on n'a pas de virage, on n'a pas segmenté cette partie de mouvement, donc on est à 1 partout, donc j'ai fait une ligne verticale jusqu'en bas. On additionne tous ces facteurs de charge pour avoir la somme, 10, et on divise par 10 pour nous donner la moyenne, ce qui donne 1. Donc ici, dans ce cas-là, c'est relativement simple, on était toujours à 1G, donc forcément la moyenne est de 1. Average load 1. Voilà. Et donc le turn delta speed, eh bien, il suffit de faire le total du drag per G, ici, multiplié par l'average load. Vous avez le petit signe multiplié avec la flèche qui vous dit, en fait, pour calculer ça. Voilà. Donc 2 fois 1, rien de plus simple, 2. Voilà. On passe maintenant au delta d'altitude. Le delta d'altitude, donc on va se référer au tableau qui est ici. Alors je vais voir si j'ai rien oublié. La partie 15, le turn delta speed from drag per G. On n'a pas fait de virage, donc ici on n'a pas besoin de la faire, la partie 15. On va donc faire la partie 16. On va se référer à notre vitesse. Alors ce n'est pas la KES. Voilà. On va donc être sur ce tableau-là. Voilà. Donc on part de notre vitesse qui est sur la colonne de droite. Donc on avait 450. On prend la valeur directement supérieure qui est ici 480. On se déplace sur la droite sur le tableau jusqu'à trouver la première valeur supérieure ou égale à notre delta d'altitude. Ici, vu qu'on reste à la même altitude, on n'a pas bougé, on a donc 0. Le premier chiffre qu'on rencontre, forcément, c'est le 1. Et ensuite, on remonte jusqu'en haut pour aller chercher le chiffre qui est là, qui est le delta speed dû à la gravité, qui est donc de 0. Voilà. Et donc, on va reporter ce 0, puisqu'on avait un delta d'altitude de 0 et une gravité delta speed de 0. Voilà. Il nous reste maintenant à faire, je vais zoomer un peu, à déterminer le net delta speed. Et bien là, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser les nomographes. Tout ce qu'on va faire, c'est de faire la somme de tout ça. Comme vous le voyez ici, vous avez une flèche qui vous dit ce que vous devez additionner ou soustraire. D'accord? Et bien là, rien de plus simple. Donc on va faire 8 moins 10 qui fait moins 2. Ensuite, attention, il ne faut pas prendre ça, puisque le moins, il vient ensuite ici. Moins 4. Et donc on a un delta speed de moins 4. Voilà. Et donc, on va prendre notre ancienne vitesse qui est donc de 450, qui est ici. On va lui appliquer le net delta speed ici.
Et donc ça nous fait une vitesse au tour suivant de 446. Alors vous n'êtes pas obligé de noter ça au nœud près, hein. On pourrait très bien rester à 445, hein, ça pourrait être suffisant aussi. Voilà. Donc on a fini de remplir tous les paramètres qui sont liés à notre Mirage 2000. Et donc on peut modifier la vitesse de notre avion pour l'étape suivante. Je vais donc modifier la vitesse de notre Mirage 2000, ici, 446. On va donc revenir maintenant sur le PHAD. Donc le PHAD de notre Mirage 2000, ici, on n'a pas d'évolution puisqu'on a effectué un vol en ligne droite, donc aucun des éléments n'a bougé. Le nez est toujours à la bonne position, l'aile aussi. Donc il n'y a pas de modification là-dessus. Donc on va nettoyer un petit peu le PHAD, les nomographes, histoire de commencer à préparer pour la partie suivante, c'est-à-dire le Mirage F1. J'efface un petit peu toutes les inscriptions que j'ai mis un peu partout. Je garde quand même les éléments du Mirage 2000. Voilà. On nettoie un petit peu tout ça. Enlever toutes les courbes. Et puis voilà, je pense que là on est pas trop mal. Et on pourra attaquer donc sur l'étape suivante, le Mirage F1.